Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de ce moment de remettre le trophée de la femme de l'année. Alors comme vous savez, chaque année, en fait, l'association des Halles de l'Auto réunit un jury de journalistes spécialisés dans le secteur automobile qui a la lourde tâche d'élire la femme de l'année. Alors l'an dernier, c'était Marie-Christine Cobé, alors encore présidente du directoire de Volkswagen France, qui d'ailleurs nous fait passer le message avec beaucoup de regrets. Elle n'est pas là ce soir pour remettre le trophée, mais voilà, elle avait un déplacement, un impondérable, et elle s'excuse. Elle aurait vraiment aimé être là parmi nous. Donc, je reviens à notre femme de l'année cette année. Alors, notre critère principal, c'est d'élire une femme dont le rôle, la fonction, sera selon nous déterminant cette année. Et on s'est dit que dans le contexte actuel, on pensait beaucoup aux constructeurs, un peu moins à leurs fournisseurs, et on s'est dit qu'il fallait plutôt réfléchir à un poste qui engloberait un petit peu toute la question de la filière automobile. Et là, je pense qu'on a fait le bon choix, et je vais l'appeler. C'est Catherine Dupont-Gatelman, qui est directrice du Fonds de modernisation des équipementiers automobiles. On a un très beau trophée. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit un vrai diamant, mais il a la même valeur en tout cas. Non, mais sur un bureau, il est très beau, celui-là. On le montre. Ah oui, il est vraiment magnifique. Voilà. Alors, j'ai dit, Catherine, qu'on vous avait élu pour votre fonction, mais pas uniquement. Mais je l'ai gardé pour maintenant. On vous a élu aussi pour votre parcours, parce qu'il est très atypique, parce qu'il est passionnant, parce que vous êtes plutôt discrète, on ne le connaissait pas. Et j'aimerais vraiment que vous nous expliquiez un peu comment vous êtes venue à cette industrie, à l'industrie automobile d'abord, puisque vous avez d'abord fait votre carrière dans l'industrie automobile, avant de rejoindre le FMEA. Et j'ai très envie qu'on en parle un peu en détail, parce qu'on va aussi comprendre qu'il est enfin, votre parcours est précieux pour le poste que vous occupez aujourd'hui. Alors je vous laisse peut-être commencer. Alors, je n'ai pas commencé par l'automobile, j'ai commencé comme chercheur au CNRS. Et un concours de circonstances a fait que je suis tombée très rapidement, peu de temps après mon entrée au CNRS, dans une industrie, mais pas l'automobile, la machine-outil. Alors, je n'avais jamais vu une machine-outil de ma vie à cette époque-là. J'ai oublié de vous dire que j'étais dans un domaine de mathématiques appliquées, mais bon, la machine-outil, je ne connaissais vraiment pas. Et comment tomber dans la machine-outil? Simplement parce qu'un industriel était venu dans le laboratoire et il avait un problème qu'il pensait de mathématiques. Et le problème consistait à optimiser un atelier très automatisé, très flexible, très complexe. Et il fallait optimiser en temps réel cet atelier. Et bon, j'ai conçu le système en temps réel qui optimisait cet atelier. Bon, c'est une innovation qui a fait... C'était une première mondiale, en fait, parce que cet atelier était considéré comme le premier atelier flexible français. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, quand même, pour que vous... Oui, parce que 23 ans, hein, on peut le dire ou pas? C'était un atelier d'usinage de carters de boîtes de vitesse pour camions. Mais donc vous n'y connaissiez rien. Donc, vous l'avez quand même conçu et ça a été un succès. En fait, j'ai participé à la conception de cet atelier avec toute une équipe. Et puis, moi, j'étais chargée d'optimiser tout ça et que ça fonctionne en temps réel parce que tout était très automatisé. Donc, très rapidement, la société qui était Renault Machine-Outils a demandé au CNRS que je devienne conseiller scientifique pour eux. Ce qui a fait très drôle, d'ailleurs, à l'encadrement du CNRS parce que j'étais vraiment toute jeune chercheur. Donc, en général, on n'est pas conseiller scientifique à cet âge-là. Et j'ai travaillé donc je me suis pendant quelques années spécialisée dans tout ce qui est système de production flexible. Catherine, je vous coupe un instant parce que vous êtes quand même modeste, encore une fois. Mais vous aviez 23 ans, hein, c'était une première mondiale, et on vous a invité dans le monde entier pour en parler. Vous voulez nous raconter un petit peu quand même au Japon, par exemple, cette anecdote? Ah oui, enfin, j'ai fait beaucoup de conférences. J'en ai fait partout dans le monde. J'en ai fait au MITI, notamment au Japon. Alors ça fait toujours tout drôle quand on se retrouve avec 150 industriels dans la salle. Évidemment, pas une seule femme. J'étais la seule femme.
et à rester pendant 4 heures devant eux. Alors il y avait des passages de traduction, alors ça c'est pas que 4 heures de présentation, et avec des questions vraiment hyper techniques et très précises. Donc j'ai fait des conférences aux États-Unis, en Allemagne, en Europe de manière générale, mais enfin ce souvenir du Japon est quand même particulier. Donc j'ai continué à travailler sur des évolutions de machines-outils, sur des systèmes qui intègrent tous les éléments des robots, des machines à mesurer. Et voilà, ça c'est le début. Donc vous voyez, c'était pas l'automobile. Ça s'est fait presque malgré vous, si je comprends bien. Je suis devenue en fait très intéressée très vite par... et je crois que ça c'est ce qui a conduit toute ma carrière, en fait, c'est d'être intéressée par ce que je faisais. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Donc après, vous disiez que Renault... Alors oui, j'avais régulièrement des demandes à l'époque, Renault Machine-Outils était devenu Renault Automation entre-temps, et j'avais très régulièrement des demandes de CNRS c'est bien, mais enfin bon, l'entreprise c'est quand même un peu mieux, regardez, on fait beaucoup de choses. Et à chaque fois, je disais, mais moi, je suis très bien, parce que j'arrive à faire tout comme ça. J'ai à la fois les contacts avec tous les systèmes, tous les centres de recherche. Je les connaissais tous très bien dans le domaine. Et puis en même temps, c'est vrai qu'on travaillait pour l'industrie. Et bon, un beau jour, j'ai craqué, j'ai dit oui. Et le oui, c'était pas pour Renault Automation, c'était pour Renault Automobile. Et c'est là que je suis passée, alors là, définitivement, du côté automobile. Le job proposé, c'était créer une équipe à partir de rien. Oui, c'est ça. Créer une équipe à partir de rien pour optimiser le mode de fonctionnement des usines de carrosserie-montage et de mécanique de Renault. C'est la télévision aussi, c'est le postulat créé à partir de rien, peut-être, chez vous aussi, parfois. Et bon, donc ça m'a tenté. Là, ce que j'avais peut-être pas réalisé, c'est que je tombais dans un milieu... Alors je sais qu'il y a des gens qui sont dans la salle et qui sont de Renault, donc ça va sans doute les faire sourire, mais que je tombais dans le milieu le plus machiste qui soit. Très technique, hein, j'étais dans le secteur de Boulogne-Billancourt, dans la direction des technologies de production, enfin qui s'était baptisée technologie de production. Avant, c'était la direction des méthodes centrales. Et c'était vraiment un milieu très masculin. Voilà. J'imagine qu'il n'y avait pas... Vous étiez une des premières femmes, non, à ce poste ? J'étais au comité de direction de cette direction. Oui, vous créiez complètement ça c'est clair, j'étais la seule femme dans cette fonction-là, oui. Et puis, bon, petit à petit, on a démontré avec l'équipe, parce que je crois que j'ai eu l'occasion d'embaucher pas mal d'ingénieurs de très bon niveau. Et on est allé sur le terrain, on a travaillé avec les usines, on a fait beaucoup de choses et on a changé pas mal de choses. Et alors après, ça s'est élargi, hein, votre portefeuille d'activité s'est élargi. De fil en aiguille. Alors c'est une période quand même qui est importante parce que c'est une période où je me suis beaucoup intéressée à comment fonctionnaient les autres constructeurs automobiles. Et donc j'ai vraiment essayé de comprendre le mode de fonctionnement des Japonais, des Allemands, des Américains, un peu tout le monde. Qui étaient les plus en avance ? Et évidemment, comme tout le monde, je pense qu'il n'y avait pas trop de doute en termes d'organisation de la production. Le système de Toyota était évidemment plus performant que les autres. À l'époque, j'étais quand même très intéressée par Honda parce que je trouvais qu'Honda avait justement ce côté un peu plus système de production flexible. Que j'avais beaucoup étudié. Mais bon, organisation de la production, pas de doute, c'était Toyota. Mais alors après, entre comprendre comment il fonctionne et puis se dire, bon, mais on a un état des lieux, qui était d'ailleurs mesuré à l'époque par une étude américaine mondiale et qui positionnait toutes les usines françaises des deux constructeurs, hein, pas de façon très performante. La question, c'était comment arriver à faire bouger. Avec un moteur, en fait. Ah oui, ça c'est très clair. Et à partir de ce moment-là, je n'ai eu de cesse d'essayer d'en comprendre un peu plus de ces systèmes un peu performants. De rester dans la recherche quelque part. Oui et non, c'est surtout de se dire, bon, la production c'est une chose, mais finalement la production, il faut bien concevoir le produit, donc qu'est-ce qu'ils font pour concevoir le produit ? Et puis ils travaillent avec leurs fournisseurs, qu'est-ce qu'ils font avec leurs fournisseurs pour bien mieux fonctionner que les autres ? Et puis comment ils programment leur production. Enfin, vous élargissez le système, c'était comme un puzzle où chaque fois j'essayais
d'apporter un morceau du puzzle pour comprendre. Et alors, puis essayer de faire bouger les choses en interne. Alors, j'ai pris la fonction de responsable de l'industrialisation du montage des véhicules de Renault. Et ça, c'était absolument passionnant parce que c'était... là, c'était particulièrement concret. On partait de la conception du produit, à travailler avec les gens du design, et puis on devait sortir... Donc réfléchir à l'industrialisation du montage et définir tous les moyens de production qui permettent d'industrialiser et d'être performant à la fin. Et je crois que c'est aussi grâce à vous que Renault a restructuré l'outil industriel. Une période, racontez-nous un petit peu ce moment passé. Oui, c'est une période qui était... en fait, on s'est rendu compte, c'est tout de suite à l'analyse qu'on avait faite justement des systèmes performants, on s'est rendu compte que les process de montage n'étaient pas les mêmes. Et donc, il fallait vraiment concevoir le produit d'une certaine manière, tout en gardant quand même la diversité finale pour le client, mais il fallait réduire cette complexité industrielle. Et la manière de le faire, il fallait qu'on change, qu'on restructure nos usines de montage. Et on a restructuré, enfin, quand je dis on, c'est toute l'équipe, c'est beaucoup de gens, c'est aussi les usines elles-mêmes, c'est toutes les usines de Renault, les unes après les autres, pour mais il a fallu obtenir cette performance plus importante. Il a fallu d'abord convaincre Louis Schetzer. 3 heures et demie de réunion. Pour arriver à convaincre tout le monde qu'il fallait faire ça et que ça touchait la conception, la relation avec les fournisseurs, la logistique, il ne faut pas oublier la logistique non plus. C'était c'est suite à une présentation qui a duré 3 heures et demie avec le comité exécutif de Renault et M. Schweitzer qui donne son feu vert. Vous évoquez un milieu très machiste, mais est-ce qu'il était difficile pour vous, femmes, à l'époque, d'imposer quelque chose, de dire voilà, il faut changer ça, révolutionner un peu les choses? Je pense que c'est pas une personne qui pousse, on est toute une équipe, c'est ensemble. On constate un état des lieux et puis je pense que le schéma fait... Et à ce moment-là, le fait d'être une femme ou un homme importe peu, finalement, c'est ça? Oui, je crois que c'est pas... Ce qu'il faut, c'est des arguments, ce qu'il faut, c'est montrer, c'est convaincre, c'est arriver avec des choses très concrètes. C'est plutôt et rassurant. puis on est homme ou femme, bon. Donc, et puis finalement, après Renault, vous avez choisi de... J'ai choisi de quitter Renault, absolument. J'ai choisi de quitter Renault et... alors ça va vous faire vraiment sourire, en tout cas pour ceux qui ont vécu chez Renault, parce que je trouvais à une époque que Renault était trop franco-français. Donc c'était juste avant Nissan. Et je trouvais que, certes, on travaillait quand même pour toutes les usines à l'étranger de Renault, mais tout était quand même fait avec des équipes franco-françaises. Je voyais bien comment les autres bougeaient. J'étais très intéressée à mieux connaître les évolutions des autres constructeurs. Et je suis passée de l'autre côté de la barrière. Je crois qu'à l'époque, je ne me suis pas rendu compte de ce que ça signifiait. Je n'avais jamais travaillé aux achats. Et j'étais toujours dans des domaines techniques et industriels. Et en passant de l'autre côté de la barrière, du côté équipementier, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que le rôle d'un équipementier. Donc chez Sommer Alibert. Et je suis allée chez Sommer Alibert. Voilà, c'est une entreprise qui faisait tout l'intérieur du véhicule. Enfin, pas que l'intérieur d'ailleurs, parce qu'elle faisait aussi les boucliers avant et les pare-chocs avant et arrière des voitures. Mais bon, j'étais en charge de toute l'industrialisation du développement de l'industrialisation et des technologies de production de cette société, membre du comité exécutif de cette société. Et alors, j'ai travaillé avec tous les constructeurs voilà, pour développer les produits avec eux. Voilà. Alors, je continue, je déroule. Dans le monde entier. Voilà. Mais donc, après le rachat de Sommer Alibert par Faurecia, vous décidez de rejoindre un autre groupe, un autre équipementier. Un autre équipementier, voilà. Donc après, Sommer Alibert s'est racheté par Faurecia. Et bon, le rachat, Faurecia venait de racheter Bertrand Faure, un très gros équipementier. Puis c'était Sommer Alibert. Et les rachats, c'est pas forcément toujours très simple. Et bon, il y avait beaucoup de séances de réorganisation. Et j'ai pensé que c'était plus utile d'aller faire des développements ailleurs. Et je suis partie chez un Américain, donc Delphi, qui est un très gros équipementier, puisque c'était à l'époque le premier équipementier mondial. Et j'ai travaillé tout le reste, avant d'arriver au Fonds de modernisation des équipementiers automobiles, pendant 9 ans chez Delphi, dans des fonctions très différentes. J'ai commencé par être directeur des opérations de leur branche diesel. Dans le dur. Donc en charge concrètement j'avais jamais été directement en charge d'usines de fabrication. Donc là, j'étais en charge de toutes les usines
qui fabrique des éléments de contrôle moteur diesel. C'est une technologie hyper pointue et très intéressante. Et puis après, j'ai complètement changé. On m'a proposé de prendre le compte PSA Peugeot Citroën au niveau mondial pour tout Delphi. Alors, je ne connaissais pas franchement Delphi, je connaissais bien sûr le diesel, mais le reste pas vraiment. Puis surtout, je ne connaissais pas PSA, alors j'avais suggéré à l'époque peut-être Renault, c'est un peu mieux, parce que moi j'ai quelques connaissances. Et non, je dis très bien, on était plus petit chez PSA, il fallait développer le compte chez PSA, et j'ai travaillé avec toutes les équipes de PSA, et dans le monde entier, parce qu'on a développé le business en Chine, en Brésil, et bien sûr en Europe, avec eux. Et tout naturellement peut-être, je ne sais pas, Delphi m'a demandé de prendre en plus le compte Renault-Nissan Monde. Donc j'avais les deux comptes Monde, voilà. D'accord. Alors on va revenir à votre rôle aujourd'hui au sein du FMEA. Mais d'abord, puisque vous parliez de votre expérience chez Delphi, juste, vous avez travaillé pour des Français, après pour un Américain. Comment les questions justement de l'emploi des femmes étaient traitées ? Est-ce qu'il y avait une approche un peu différente ? Parce que quand Delphi est venu vous chercher, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils vous ont dit, voilà, on a 3 postes pour vous, choisissez. Ah oui, j'avais le choix. Oui, j'avais vraiment des choix. Et oui, j'ai pris la production parce que j'avais vraiment envie de le faire, mais j'avais vraiment des choix très différents. Je croyais en allant chez Enfin, on m'avait dit que les Américains avaient des quotas. Et c'est pas pour ça que j'y suis allée, du tout. Mais on m'avait dit qu'ils avaient des quotas, et des quotas de femmes, et des quotas où ils comptaient les Noirs. Et donc, quand ils trouvaient une femme noire, ils étaient très, très contents parce que pour une, il y avait les quotas incrémentés des deux côtés. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. J'ai pas vécu de promotion particulière parce que j'étais une femme. D'ailleurs, j'ai été invitée par les ailes de l'auto il y a 2 ans, et la question c'était comment les entreprises favorisent le développement des femmes. Et moi, j'avais été très impressionnée lors de cette table ronde parce que j'ai découvert complètement tout ce qui était fait chez Renault, chez PSA, et dans d'autres sociétés sur le développement des femmes. Et alors, quand on me passait le micro pour me dire et alors Delphi, j'ai été très embêtée parce qu'en fait, il n'y avait strictement rien de spécial. En fait, l'entreprise favorisait beaucoup plus la diversité culturelle que la mixité, le côté homme-femme. C'était beaucoup plus important d'avoir des Chinois, des Indiens, des Américains du Sud, vraiment une représentation mondiale, avec quand même des formations très, très américaines. Ils prenaient des étrangers, mais qui étaient... On a beaucoup le sentiment dans votre témoignage que finalement le fait d'être une femme est presque accessoire, que ça n'a été ni un combat, ni un obstacle. Enfin voilà, c'est de l'ordre c'est un état et ça s'arrête là. Bon, j'ai jamais considéré ça. Enfin, je l'ai jamais mis en avant, utilisé ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pas un atout, c'est pas un obstacle. C'est soit vous aimez le métier que vous faites, puis vous avancez, vous posez pas de questions. Vous dire que j'en ai pas bavé, si j'en ai bavé, parce que j'ai eu droit à des remarques, j'ai eu droit à des regards, à des choses que toutes les femmes peuvent vivre aussi. Mais vous passez au-delà de ça, quoi. Vous regardez ce qu'il y a à faire et puis vous foncez surtout. C'est important, c'est que les opportunités soient là, quoi. C'est que les opportunités soient là et c'est que les équipes vous suivent et c'est de faire, c'est d'agir. Et aujourd'hui, c'est le FMEA qui vous a fait confiance. Donc, depuis avril 2012, on vous a confié plein d'argent à investir chez les équipementiers. Est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement le rôle du FMEA, peut-être, aujourd'hui et voilà, puisqu'il vient d'être conduit en plus, donc peut-être nous rappeler un petit peu de quoi vous disposez. Alors, 2 mots sur le fonds de modernisation des équipementiers automobiles. Donc, c'est un fonds qui a été créé en 2009, au moment de la crise. C'est un fonds qui a comme souscripteur le FSI, le Fonds stratégique d'investissement, Renault et PSA. Ça, c'est pour un des fonds. Et il était doté au départ de 600 millions d'euros. Deuxième fonds qui a été créé avec un petit peu de décalage en novembre 2009. C'est un fonds qui associe les mêmes partenaires que le fonds rang 1, donc le Fonds stratégique d'investissement, Renault et PSA, et 5 grands équipementiers. Qui sont Valeo, Faurecia, Hutchinson, Plastic Omnium et Bosch. Donc on est plus européens. Bon, même si c'était Bosch France, c'est
plus européen. Donc ce fonds est destiné et il a été créé pour soutenir et accompagner les équipementiers automobiles dans leur développement et surtout en 2009 leur aider à passer la crise. Si certaines sociétés n'avaient pas été accompagnées à ce moment-là, je pense que vraiment toute l'industrie automobile serait progressivement, d'abord se serait arrêtée parce que les approvisionnements se seraient arrêtés. Ces sociétés représentaient pour Renault et PSA vraiment des fournisseurs très importants. C'est-à-dire qu'au départ, l'idée c'était de sauver peut-être un petit peu, enfin s'assurer qu'on préserve les fournisseurs des constructeurs. Qu'on préserve l'industrie automobile. En fait, les fournisseurs considérés comme stratégiques pour eux, et stratégiques parce que sinon tout s'arrêtait. Et la conception de l'automobile est telle que, vous le savez tous, c'est qu'on a un effet domino. Vous avez un fournisseur qui s'arrête, il y a beaucoup de dommages qui sont créés aux autres et qui sont créés bien sûr aux constructeurs. On a eu un exemple il n'y a pas si longtemps que ça, où on a eu un fournisseur qui s'est arrêté, et c'était un fournisseur de petits éléments de fixation, et on a tous les fournisseurs se sont arrêtés, des usines se sont arrêtées pendant plus que quelques jours. Donc ça a coûté très cher. D'accord. Donc c'est simplement pour dire que c'était vraiment important de soutenir et d'accompagner ces fournisseurs. Donc on continue. La feuille de route, c'est quoi? Donc simplement, déjà on a 29 participations. Donc ça veut dire qu'on a accompagné 29 sociétés. L'investissement qu'on a fait, alors au total, les deux fonds réunis, c'est 625 millions d'euros de dotation au départ, et on a accompagné, on a investi pour 370 millions. Donc il en reste encore. Et la feuille de route, c'est quoi? C'est de continuer à soutenir et à accompagner des équipementiers et sous-traitants qu'on considère comme stratégiques. C'est de renforcer la consolidation. Alors qu'est-ce que c'est la consolidation? On a décomposé la filière automobile en sous-filières, qui sont pour beaucoup d'ailleurs des sous-filières correspondant à de la transformation de la matière. C'est la forge, la fonderie, l'emboutissage, la plasturgie, etc. Et on constate que des équipementiers ou des sous-traitants ont du savoir-faire qu'on ne veut pas perdre. Et la situation que vous connaissez tous de l'automobile est telle que si on n'arrive pas à les adosser, à les renforcer en s'associant, eh bien, je pense que beaucoup vont souffrir et ne pourront plus exister dans le futur. Donc on essaye de faire ces consolidations et en vraiment en regardant le savoir-faire que... Vous cherchez les gens innovants ou uniquement les gens... Une dernière question, voilà. Émilie. Ouais, une dernière question. Peut-être... Bon, une avant-dernière. Non, mais juste pour repréciser peut-être sur le rôle du FMA, juste une précision, et puis après on passera à une dernière question un peu conclusion pour surtout les jeunes femmes qui nous écoutent et qui peuvent s'imprégner un peu de votre parcours. Mais juste une chose, vous cherchez à consolider donc le secteur, mais est-ce que aussi à investir chez les plus innovants, enfin ceux qui selon vous ont le plus d'avenir, j'imagine? C'était la feuille de route, mais comme c'est trop long, je vais simplement dire deux choses. C'est la consolidation. Deux, c'est les accompagner à l'international, parce que les chiffres d'affaires ne sont plus en France. Le marché est en train... Bon, je pense que ce n'est pas la peine d'insister sur l'état du marché. Donc, il faut les accompagner, c'est très important à l'international. Et c'est aussi les accompagner dans l'industrialisation des innovations innovantes. Des innovations qui sont validées. Voilà. D'accord. Bon, alors comme on est prise par le temps, malheureusement, on en parlera encore dans les conseils aux jeunes femmes, c'est ça? Voilà, un petit conseil pour les jeunes femmes. L'industrie automobile, c'est absolument passionnant. C'est rempli de tous les défis. Vous avez une automobile, vous avez tous les problèmes des matériaux, des nouvelles chaînes de traction, la sécurité, la qualité, la connectivité. L'automobile est en train de changer beaucoup. Et c'est rempli de nouvelles technologies. Je crois qu'il y a des jobs très différents aussi dans l'industrie automobile, que ce soit chez les constructeurs ou chez les équipementiers. J'espère que ce que j'ai dit chez les équipementiers ne vont pas vous faire fuir, parce qu'il y a vraiment des choses passionnantes. Et je pense qu'il ne faut surtout pas considérer cette industrie comme une industrie passée. Pour moi, c'est une industrie d'avenir. Elle est, je réagis toujours quand j'entends dire que c'est l'industrie mature et on l'oublie presque. Pour moi, c'est l'industrie où il y a les nouvelles technologies justement du futur dont on parle, y compris le numérique d'ailleurs.
Donc voilà, c'est une industrie où on peut faire beaucoup de choses. Merci beaucoup, Catherine Dupont-Gatelement. Merci. Et encore félicitations.